Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. On commence d'abord par notre rôle modèle. Elle est mondialement reconnue pour avoir transformé le domaine de la génétique moléculaire et elle a reçu le premier prix Nobel de sciences remporté par 2 femmes ensemble. On vous fait découvrir aujourd'hui le portrait d'Emmanuelle Charpentier dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Elle est avec nous au plateau aujourd'hui. Milly Adaé. Bonjour Milly. Bonjour. Ça va, pleine forme? En pleine forme. Bon, quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va aborder des sujets sensibles grâce au livre jeunesse. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour. La France aurait-elle un problème avec l'éducation sexuelle des adolescents? Malgré une loi de 2001 qui prévoit que les élèves de l'école au lycée assistent à 3 séances annuelles dédiées sur le sujet, moins de 20% des collégiens et 15% des lycéens y ont accès. Notre invité en a fait, vous allez voir, une partie de son combat aussi grâce à la Sex Tech for Good. On va vous expliquer ce que c'est tout dans un instant avec notre invitée, elle est en duplex aujourd'hui. Christelle Bonny, bonjour. Soyez la bienvenue dans l'école du futur. Vous êtes sexothérapeute, ancienne entrepreneur aussi, fondatrice de Sex Tech for Good et cofondatrice de l'association Femtech France qui a pour ambition de booster l'innovation dans le domaine de la santé des femmes. On en parle dans un instant, juste après le focus. En 2020, elle devenait l'une des 2 femmes à remporter le prix Nobel des sciences, qui était alors remis pour la première fois à un binôme 100% féminin. Son nom est aujourd'hui ancré dans l'évolution de la France, des sciences françaises et internationales. Elle s'appelle Emmanuelle Charpentier. On découvre son portrait tout de suite. Rencontre avec Emmanuelle, première. Malgré son savoir et son investissement, jamais Emmanuelle Charpentier n'aurait pensé pouvoir un jour inscrire son nom à la très courte liste des femmes françaises ayant remporté le prix Nobel. Diplômée d'un doctorat à l'Institut Pierre et Marie Curie, elle poursuit ses recherches en multipliant les post-doctorats. À partir de 2014, elle se focalise sur une branche de la génétique, la technologie CRISPR-Cas9. Le travail de mon laboratoire concernant la technologie du génie génétique CRISPR-Cas9, aussi appelé ciseaux, couteau suisse ou boîte à outils de l'ADN. Donc vous pouvez voir des ciseaux représentés sur cette diapositive qui coupent de l'ADN. Découverte il y a seulement 6 ans, cette technologie est aujourd'hui considérée comme l'une des percées les plus importantes en biotechnologie. CRISPR-Cas9 a changé le domaine des sciences de la vie. Les scientifiques du monde entier développent cette technologie dans des applications innovantes dans la médecine, l'agriculture et la biotechnologie. Les perspectives qui accompagnent CRISPR-Cas9 sont très prometteuses, notamment dans le traitement potentiel de maladies génétiques humaines. Et la technologie est déjà utilisée pour relever divers défis agricoles. Une découverte digne du bricolage, décrite comme les ciseaux moléculaires, qui consiste à couper les morceaux défaillants de l'ADN pour venir les remplacer par un autre. Cette découverte pourrait permettre de guérir certaines maladies génétiques, mais également pouvoir aider au niveau de l'agriculture. D'ici quelques années, nous pourrions voir arriver des plantes plus résistantes à la sécheresse ou au froid grâce à Emmanuelle. 25 millions, c'est le nombre d'Européens atteints de l'une des 7000 maladies rares. Trouver le remède miracle pour chacune, le rêve de scientifiques du monde entier. Et si CRISPR-Cas9 était la clé de ce défi hors norme? CRISPR-Cas9, on parle de lui souvent comme des ciseaux. Leur particularité, couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. Ça veut dire pouvoir modifier de manière super spécifique un nucléotide dans les billions de nucléotides qu'on a dans les génomes. Le fait assez surprenant est que la Française Emmanuelle Charpentier n'aurait probablement jamais pu faire ses découvertes si la biologiste avait décidé de rester sur le territoire français. En effet, une partie de ces découvertes sont considérées comme de l'OGM et donc interdites en France. Je vous remercie pour votre attention. Allez, autre chose à présent. Il est question aujourd'hui de corps qui changent, de sexualité qui se découvre, mais aussi de respect, de consentement, c'est important, de diversité et d'inclusion, de technologie et d'émancipation. On parle d'éducation à la sexualité, entre autres, dans la première partie du talk, avec notre invité. Tout de suite.
Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Christelle Bonny. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes sexothérapeute, ancienne entrepreneur aussi, fondatrice de Sextech for Good et cofondatrice de l'association Femtech France qui a pour ambition de booster l'innovation dans le domaine de la santé des femmes. Sextech for Good, ça va être notre premier sujet si vous le voulez bien, Christelle. C'est la première agence française de promotion et de développement de la sextech. Mais c'est quoi la sextech, Christelle ? Alors la sextech, c'est un croisement entre la technologie et la sexualité. C'est comment utiliser tous les moyens qu'on peut avoir technologiques pour trouver des solutions, réinventer nos sexualités, les enrichir, les permettre. Et donc on intervient dans 3 domaines d'innovation qui sont la santé, l'éducation et le plaisir évidemment. La sextech, ça n'a rien à voir, pardon de vous poser la question, mais je préfère être très claire, avec la porntech, l'industrie du porno. Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Au contraire, au contraire, c'est très très différent. Tous les entrepreneurs qui sont dans Sextech for Good ont une approche très positive de la sexualité. Ils ont vraiment des valeurs et on s'appelle Tech for Good parce qu'on estime que l'innovation qu'on porte dans tous les domaines que j'ai cités ont un impact sociétal et on va en parler aujourd'hui. On a une belle illustration avec l'éducation à la sexualité. Donc ça n'a rien du tout à voir. Et souvent quand je dis Sextech, d'ailleurs souvent beaucoup de gens entendent sextape. Donc non, pas du tout. Non, on est vraiment dans un secteur d'innovation. C'est effectivement très différent. Vous militez donc, Christelle, pour que la sextech soit reconnue comme un véritable secteur d'innovation à impact sociétal. Je suis preneuse d'avoir votre point de vue là-dessus. Pourquoi c'est important pour vous ? Déjà parce qu'on est des êtres désirants et qu'on peut se cacher, mais la sexualité, ça fait partie de nous et ça fait partie de la santé. C'est l'OMS qui le dit, donc c'est toujours bien de le rappeler. Ça fait partie de notre équilibre, de notre bien-être. 2, on voit à quel point c'est structurant aussi aujourd'hui sur les questions de genre, de violence. Et quand on s'intéresse et qu'on cherche à innover pour permettre la sexualité au plus grand nombre dans les meilleures conditions, et je pense par exemple aux personnes en situation de handicap, aux seniors, pour moi, on touche à des questions à la fois de santé publique et d'humanité. Et donc, c'est pour moi des dimensions vraiment d'impact sociétal. C'est pour ça qu'on le définit comme ça. Parce qu'en fait, c'est un vrai sujet de société. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, bien sûr. En fait, la manière dont on éduque, la manière dont on vit, la manière dont on se sent, dont on s'épanouit, la manière des relations qu'on a avec les autres, le couple, l'amour, le désir, le plaisir, on est des êtres qui est comme ça. On est encore une fois des êtres désirants et on peut être très malheureux d'avoir une vie sexuelle non épanouie. Ça peut y avoir beaucoup de problèmes de santé, y compris de santé mentale et donc et des IST. Enfin, la palette est très très large. Donc c'est à la fois de la santé publique et des questions de société sur la manière dont on s'aime et la manière dont on est en relation avec les autres. C'est un sujet en plus que vous portez depuis des années déjà. Vous avez été entrepreneur dans ce domaine il y a quelques années. Un sujet qui, malgré tout, d'un point de vue extérieur, semble assez difficile à faire émerger dans le débat public. Pourquoi, selon vous ? C'est parce que c'est plutôt tabou ? C'est parce qu'aujourd'hui, on a encore du mal, même en 2024, à parler de sexualité aux autres ? C'est toujours tabou, effectivement, parce que on a du mal à le faire exister en France, ce secteur d'innovation, parce qu'on a du mal à le faire financer. On a encore beaucoup de problèmes d'accès aux aides publiques, au financement, aux investisseurs. Parfois même, c'est compliqué pour les entrepreneurs de trouver des assurances, des bureaux, ou même des partenaires, des agences de marketing ou autres, parce qu'on juge que c'est pas éthique. On fait encore pas mal de raccourcis, comme votre première question, entre la sexualité et la pornographie, et que ça fait déjà des années qu'on parle mal aussi de sexualité et ça a aussi tout l'impact négatif que ça a pu avoir sur la manière dont on a envisagé l'éducation à la sexualité en faisant quelque chose d'assez négatif, d'anxiogène ou en misant tout sur les peurs plutôt que de voir la sexualité comme une source d'épanouissement, d'empouvoirment et de libération à la fois des femmes et des hommes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a souvent des acteurs qui se retranchent sur un sujet sur lequel ils ne sont pas à l'aise d'un point de vue personnel et que du coup ils ont du mal à accompagner ou à se projeter dans ces projets-là. Un sujet effectivement systémique et pourtant Dieu sait que c'est important. Je pense notamment à la lutte contre l'endométriose. On voit régulièrement, parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus aujourd'hui, et Dieu merci dans les médias. La sextech, c'est aussi un sujet de santé publique, vous nous en parlez. Notamment, je prends ce sujet de l'endométriose parce que ça touche certaines jeunes filles qui peuvent nous regarder aujourd'hui. Des solutions technologiques, des solutions innovantes qui leur permettent d'aller mieux aussi. C'est ça la sextech aussi.
Mais bien sûr, c'est un secteur d'innovation qui est très inclusif et qui remet et cherche à remettre un certain nombre d'équilibres dans un certain nombre de sujets. Et on sait bien que les femmes, que ce soit sur le domaine de la santé ou du plaisir, la société patriarcale et les biais de genre ont fait qu'on avait pris beaucoup de retard sur ces sujets-là. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on braque beaucoup les projecteurs et c'est bien. Après, l'idée, c'est d'arriver dans un monde où il y a une pleine équité, parce que je préfère à égalité dans tous ces sujets-là. Aujourd'hui, en santé, on voit bien qu'il y a encore, je crois, la dernière étude montre 700 maladies dans le monde où les femmes sont moins bien traitées ou moins bien diagnostiquées. Ça fait encore beaucoup. Et que sur l'endométriose, on est encore à 7 années d'errance médicale. J'espère que maintenant, ça va se réduire très vite, alors que ça fait des années qu'on a traité, par exemple, les troubles de l'érection. On voit bien que, voilà, pour mettre les deux sujets en parallèle, mais c'est ça. Encore un peu de boulot, effectivement. En tout cas, Christelle, vous essayez de structurer cet écosystème de la sex tech for good, de le mettre en lumière aussi. C'est ce que vous faites et merci encore d'être là aujourd'hui. Qui sont quand même vos alliés dans cet engagement que vous portez depuis des années? Est-ce que ce sont des entrepreneurs, des médecins, l'école peut-être aussi? Alors, dans l'école, on a encore du mal. Les pouvoirs publics, on a du mal. La BPI, on a du mal. Les ministères, on a du mal. Alors que on devrait être leur premier partenaire. Non, aujourd'hui, l'écosystème, il est quasiment à 100% composé d'entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs, soit des startups, soit des entrepreneurs qui ont déjà des entreprises depuis plus longtemps. Et puis, on commence à travailler de plus en plus, et c'est intéressant, avec des médecins gynécologues, avec des sexothérapeutes, avec des sexologues, parce qu'ils ont besoin, eux, de proposer des nouveaux outils, puisqu'ils ont aussi des patients qui évoluent et qui ont d'autres usages, et certains qui n'étaient pas du tout dans les cours qu'ils ont pu avoir de médecine il y a 20 ou 30 ans. Et puis, nous, on a besoin d'eux aussi pour faire remonter justement tous les besoins et les pathologies ou les douleurs qu'ils peuvent voir dans leur cabinet, pour qu'éventuellement des entrepreneurs puissent trouver des solutions. Et on a vraiment besoin de travailler ensemble, et c'est toute la force d'un écosystème. Comme on a besoin de travailler avec des laboratoires qui font des recherches, comme le CNRS, par exemple, sur des nouveaux matériaux, et avoir à peu près la même démarche que vous pouvez faire pour les deep tech, c'est-à-dire voilà, vous développez un certain nombre de matériaux, de technologies. Comment et en quels pourraient être les applicatifs dans le domaine de la sexualité? Ça aussi, c'est vraiment intéressant. Vaste sujet, effectivement passionnant. Ce que je vous propose, Christelle, c'est qu'on continue à en parler dans un instant. On va aussi parler d'éducation à la sexualité. C'est un sujet qui vous tient à cœur aussi. Dans un instant, d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. I saw this thing on the internet a few years ago and I knew that I needed to try this thing out. That is hands down one of the coolest things I've
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui, Christelle Bonny. Christelle, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Milly, au programme aujourd'hui de votre chronique, comment utiliser les livres jeunesse pour aborder des sujets sensibles? Alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et les livres jeunesse destinés aux jeunes lecteurs ont une capacité unique à transmettre des messages profonds et à ouvrir des discussions sur des sujets difficiles d'une manière adaptée à leur âge. Aujourd'hui, on va explorer comment les livres jeunesse peuvent être des outils précieux pour aider les enfants à comprendre et à traiter des sujets sensibles. Et pourquoi justement ces livres ils sont si importants pour aider les enfants sur ces sujets particulièrement sensibles? Les livres jeunesse qui portent sur des sujets sensibles jouent un rôle essentiel dans le développement émotionnel des enfants. Ils abordent des sujets parfois difficiles comme la perte, la diversité, la sexualité, la maladie et tout type de sujets dont parfois on a du mal à discuter avec nos enfants. Et en présentant ces sujets à travers des histoires touchantes et authentiques, ces livres aident les enfants à se sentir compris et soutenus dans leur propre lutte. Ces livres aussi leur permettent d'avoir souvent des fins heureuses, ce qui est un véritable message d'espoir. Ça, c'est sûr. Les livres, ça veut dire que ça peut être aujourd'hui un moyen efficace d'ouvrir des discussions avec les enfants sur des sujets délicats? Effectivement. Donc, ils permettent de rentrer dans un monde fictif où les enfants peuvent explorer des thèmes difficiles à leur propre rythme. Les histoires servent de point d'entrée pour que le parent ou l'encadrant puisse ouvrir des conversations avec les enfants, leur permettre de poser des questions, partager leurs histoires et vraiment avoir un échange honnête. Ces échanges basés sur l'histoire du livre est un excellent moyen de permettre aux enfants de comprendre leurs propres émotions et celles des autres. Dans quelle mesure le héros ou l'héroïne d'une histoire, d'un livre, peut-il influencer la manière dont les enfants perçoivent justement et réagissent à ces sujets sensibles, Milly? Ces héros et héroïnes jeunesse jouent un rôle crucial dans la manière dont les enfants perçoivent et réagissent aux sujets sensibles. En présentant des personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier et qui surmontent des défis similaires à ceux auxquels ils sont confrontés, les livres offrent aux enfants des modèles positifs, des exemples inspirants. Ils peuvent également explorer différentes perspectives et expériences, ce qui les aide à développer leur sens de l'empathie et leur capacité à comprendre les émotions des autres. Les histoires de héros peuvent également renforcer les messages de résilience et de courage, ce qui offre aux enfants un sentiment d'optimisme et de confiance dans leur capacité à surmonter les défis. C'est effectivement. Milly, est-ce que vous avez des exemples de livres qui ont justement un impact positif chez les enfants? Oui, alors je peux vous recommander 3 livres. Le premier s'appelle Wonder de R.J. Palacio pour les enfants à partir de 10 ans. C'est un roman jeunesse qui raconte l'histoire d'un garçon atteint de difformité faciale et il aborde le harcèlement, l'acceptation des différences et la bienveillance. Les lecteurs apprennent à voir au-delà des différences. Il y a aussi Fichu Mousse Fâche de Gaël Gilles et Annabelle Langlais qui lèvent le voile avec humour sur les violences intrafamiliales. Que ce soit physiques, verbales ou même psychologiques, il encourage la discussion sur des sujets parfois difficiles à aborder avec les enfants, notamment pour les aider à détecter les violences, et c'est disponible dès 3 ans. Et enfin, il y a le livre Au revoir grand-mère de Mélanie Walsh pour évoquer la perte d'un être cher avec les plus jeunes de façon claire et simple. Pour conclure, Milly, est-ce que vous avez des conseils pratiques pour les parents ou les enseignants qui nous regardent aujourd'hui? Donc, lisez ensemble, lisez avec les enfants, discutez des thèmes abordés dans les livres et choisissez vraiment des ouvrages qui sont adaptés à leur tranche d'âge et à leur maturité. Et enfin, choisissez aussi des livres avec des histoires dont les héros correspondent à vos enfants, que ce soit en genre, en couleur ou en particularité, afin que votre enfant puisse s'identifier. Ça me fait penser un peu aux films Disney aussi, où il y a toujours une double lecture. C'est vrai, quand on les regarde, quand on est petit, on y comprend quelque chose, puis quand on est grand, on en comprend un autre thème, une double lecture sur l'amour, la différence, le racisme, etc. Effectivement. Les livres et les films. Merci beaucoup en tout cas, Milly. Puis continue à parler de sujets un petit peu sensibles, mais pourtant, Dieu sait que c'est important, l'éducation et la sexualité, tout de suite dans la deuxième partie du talk. Comment accompagner au mieux les jeunes sur des sujets aussi variés qu'essentiels comme l'éducation à la vie affective et sexuelle, le harcèlement ou encore les règles? Et bien justement, on continue de se poser la question avec notre invitée. Elle est en duplex aujourd'hui avec nous, Christelle Bonny. Je rappelle, Christelle, que vous êtes sexothérapeute, ancienne entrepreneure aussi dans ce domaine, fondatrice de Sextech for Good et cofondatrice de l'association Femtech France. On va parler un petit peu d'éducation parce que je sais que ça vous tient à cœur aussi, Christelle. Vous le savez, l'éducation nationale prévoit 21 heures
heure de cours dédiés à l'éducation sexuelle et affective sur l'ensemble de l'éducation secondaire. En réalité, c'est juste un tout petit peu plus de 2 heures de cours qui sont alloués à ce sujet sur l'ensemble de la scolarité d'un élève. Pourquoi une telle différence, selon vous, entre ce qui est demandé par l'éducation nationale et ce qui est fait dans les faits ? Toujours cette histoire de tabou, c'est-à-dire que c'est compliqué et je peux me mettre à la place de certains professeurs à qui on demande d'assurer ces cours et qui sont pas déjà à l'aise avec le sujet, donc compliqué de transmettre dans ces conditions-là. Et puis parfois ça a été des boucliers de parents ou d'associations de parents d'élèves qui se sont opposés à l'arrivée ou à le fait que des intervenants extérieurs viennent parler de ces sujets-là. Donc il y a toujours eu beaucoup de peur puisqu'on a toujours vu ça d'un côté très très anxiogène, comme si le fait de parler de quelque chose qui est extrêmement naturel, allait pervertir nos enfants, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, c'est pour en faire vraiment des adultes responsables, en fait, qui savent se protéger et qui soient dans les bonnes interactions avec les autres. Pour vous, qu'est-ce qui devrait donner ces cours, justement, dans les écoles ? Moi, je suis vraiment favorable à ce que ce soit des intervenants extérieurs qui soient vraiment formés à ces messages-là. Évidemment, bien sûr, avec toujours, et c'est ce qui est prévu dans les textes, avec un accompagnateur qui fait partie de l'école, de l'encadrement, ou un professeur ou une infirmière scolaire. Bien sûr, on ne peut pas laisser rentrer n'importe qui pour dire n'importe quoi, mais il y a beaucoup d'intervenants et d'associations qui sont spécialisés, qui savent faire et qui le font déjà très bien depuis longtemps et qui ne demandent que ça depuis des années et des années, à être aussi dans une autre forme d'éducation, beaucoup plus encore une fois, positive. Est-ce que la tech peut aider aujourd'hui ? Il y a de plus en plus de solutions qui se lancent dans ce domaine de la sextech, notamment sur l'éducation à la sexualité et aux relations affectives. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, de solutions qui se rendent dans les écoles et qui arrivent à toucher justement ces populations ? Alors c'est vrai que les solutions techno, elles vont plutôt être en aide entre ce que les parents n'osent peut-être pas faire et les cours qu'il y aura peut-être vraiment en présentiel dans les classes. Mais l'idée, c'est comment on s'empare des outils aussi que les jeunes utilisent pour leur donner accès à des espaces soit où ils peuvent parler, poser des questions et trouver de l'information qui soit fiable. Donc il y a des sites qui sont très bien faits comme le Sexprime au niveau du gouvernement. Il y a aussi des startups comme Tu me plais qui avaient été créées. L'idée, c'est de gamifier aussi l'apprentissage pour inciter les jeunes à trouver plus d'infos en répondant à des questions. Il y a aussi on avait dans le collectif quelque chose qui s'appelle Speechbot. Donc l'idée, c'est d'utiliser Instagram ou une forme de Messenger pour que les collégiens puissent à l'échelle d'un établissement poser des questions et puis avoir des réponses, encore une fois, qui sont extrêmement fiables. Et puis ça peut être aussi beaucoup plus inclusif. On a le Creative Handicap qui a ouvert une plateforme très récemment qui s'appelle Sous les draps et qui s'intéresse à la vie amoureuse, affective et sexuelle des personnes et des jeunes en situation de handicap avec des scénettes qui peuvent concerner tout le monde. C'est extrêmement bien fait, un petit peu sous forme de dessin animé et donc c'est très très accessible. Vous l'avez dit, l'éducation sexuelle est essentielle pour toutes les raisons qu'on a commencé à évoquer ensemble, notamment dans la première partie du talk. Mais en parler, c'est aussi une compétence qui est de plus en plus recherchée par les DRH. C'est ce que vous m'avez dit en préparant cette interview. Ça s'appelle notamment l'assertivité. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Oui, je pense que c'est important de comprendre que quand on parle, un tout petit peut comprendre ce que c'est que la notion de consentement, de respecter un non, quand on lui explique aussi que son corps lui appartient, d'être capable de mettre des barrières, c'est lui apprendre à se protéger. Et tout ça, toutes ces compétences-là, effectivement, elles arrivent à quelque chose qui est très recherché dans les entreprises où le DRH, c'est l'assertivité et d'être capable en tant qu'adulte d'être dans une forme de communication déjà posée, positive, d'être capable de dire non, de poser des limites et aussi d'être capable d'exprimer ce dont on a envie. Et souvent, rien que ça paraît simple, mais c'est extrêmement en fait compliqué. Et quand à l'échelle du corps et de son intimité ou de sa personne, on n'a pas appris à le faire, et ben c'est compliqué d'être dans l'assertivité dans tous les domaines de sa vie et donc plus tard dans son milieu professionnel. Et je pense que c'est vraiment un marqueur intéressant et positif de ce qui se passe, de ce qui se dessine et qui, j'espère, vraiment entrera en application de ce nouveau programme. C'est se focaliser sur la santé, le corps, les maladies, les IST, comment on fait des bébés, tout ça, c'est génial aussi, mais d'apprendre vraiment le consentement, le respect de l'autre, l'ouverture d'esprit, se dire qu'aujourd'hui une famille c'est pas forcément un papa et qu'une maman c'est plein d'autres choses, que ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amitié, comment on se comporte, comment on est dans l'interaction, comment on apprend à être vraiment un individu et un citoyen. Et tout ça, ça fait partie du programme qui est prévu avec à la fois la connaissance du corps et puis encore une fois le respect et les dynamiques de groupe et de société. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et pour une fois, on envisage la sexualité comme un élément composant de l'être humain positif.
Alors justement, le programme scolaire, je voudrais qu'on en parle ensemble, si vous voulez bien, Christelle Bonny, parce qu'en septembre 2022, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation qui a été rendu public par Mediapart soulignait justement les manquements de l'éducation nationale en matière d'éducation à la sexualité. Le gouvernement avait alors annoncé en juin 2023 l'élaboration d'un programme pour proposer justement un enseignement unifié sur tout le territoire français, afin de s'assurer en fait, et vous l'avez dit, que les Français, les élèves français soient sensibilisés à ces questions sur tous les niveaux et à partir de tous les âges. Après, malheureusement, des mois d'attente, que contient ce programme? On n'a pas beaucoup d'informations. Encore, est-ce que vous en avez plus que nous? Non, je vois que l'intention, c'est pour ça que je dis que j'espère que la rédaction et surtout la mise en application cette fois seront effectives. Mais ce que je constate déjà, c'est que dans l'intitulé, on parle maintenant de vie affective, de vie relationnelle et de sexualité, qu'on essaye d'apporter peut-être plus de pédagogie aux parents en disant on va vraiment faire... C'est ce qui était prévu, hein, mais je crois qu'on avait encore besoin de faire preuve de pédagogie, que dire bien sûr que ce qu'on raconte à des enfants en maternelle ou en CP n'est pas du tout la même chose à ce qu'on raconte à des lycéens, ça tombe sous le sens, mais on voit bien qu'il y avait des levées de boucliers qui étaient vraiment un non-sens, et qu'on va commencer par les bases sur l'apprentissage du corps, qu'on va parler que des règles et de la puberté en CM2, et on va expliquer aussi aux parents que si on le fait plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, avec les perturbateurs endocriniens et autres, les jeunes femmes, les jeunes filles se mettent à avoir leurs règles beaucoup plus tôt. Donc, en général, elles commencent à avoir leurs règles en CM2. Donc, il ne faut pas attendre d'être en 6e ou en 5e pour leur expliquer ce qui va leur arriver. Et que les garçons ont aussi besoin d'entendre et qu'on leur explique ce que c'est que les règles pour être dans le respect, pour arrêter les moqueries, la peur de la tâche. Enfin, on voit bien à quel point ça pourrit la vie de nombreuses jeunes femmes. Et quand on rentre comme ça dans un nouveau corps et dans une nouvelle phase de sa vie, ça peut être traumatisant pour sa vie d'adulte. Et donc tout ça, on a moyen d'expliquer ça à différents âges. Et je trouve que de ce que j'ai lu moi, des 3 phases, donc se connaître, vivre et grandir avec son corps, et puis après rencontrer les autres, construire des relations, et enfin trouver sa place dans la société, je trouve que ça me semble intéressant dans l'évolution et dans l'ensemble des messages qui sont à la fois de la santé, du corps, de la prévention, et puis encore une fois, c'est tout ce qui a un impact sur les relations hommes-femmes et ce qui peut dégénérer, on l'a vu, sur les violences, et encore un sexisme en France qui est extrêmement fort, c'est juste plus tolérable. Et donc on a besoin de construire en fait des individus différemment. On a besoin de sortir de cette opposition de genre, de cette hiérarchisation des sexes, et ça passe aussi par là, je suis convaincue, une éducation à la sexualité, c'est vraiment comment demain on pose les bases d'une société qui sera vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus égalitaire. Vous parlez justement de cette question de l'âge. Les avis, vous le savez, divergent sur le sujet. Le président Macron lui-même a déclaré lors d'une interview à Brut en avril 2022 qu'aborder, je cite, les questions d'orientation sexuelle et d'identité à l'école primaire, c'est beaucoup trop tôt, dit-il, et il se dit même sceptique sur le collège. Vous en pensez quoi? Vous nous dites que, en fait, l'éducation sexuelle et affective, ça doit commencer dès que les enfants arrivent à comprendre de quoi il s'agit, dès qu'ils sont tout petits? Mais je crois que tout petit, ils se regardent. Enfin, faut arrêter. Ils voient bien qu'ils ont des différences. On peut leur réexpliquer, et c'est pas compliqué. Alors, vous aviez des très bons exemples sur les livres. On peut déconstruire beaucoup de choses dans les livres en disant tiens, est-ce que ça vous choque pas que dans tous les livres, je sais pas, tous les pompiers soient des hommes, que toutes les infirmières soient des femmes. On peut rentrer en relation comme ça et en communication et en réflexion avec les enfants sur les rôles qu'on nous assigne. Leur expliquer aussi que leur corps leur appartient. Leur expliquer ce que c'est que l'intimité. Faire aussi beaucoup de progrès dans les écoles, justement sur les toilettes qui sont fermées. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'un des tout petits peuvent intégrer. On n'est pas obligé. En fait, toutes ces notions-là de consentement, de respect et de limite, on n'est pas obligé de les prendre avec des exemples qui soient purement dans la sexualité et qui feraient peur aux parents. En fait, c'est des notions de base qui nous servent dans toutes les interactions qu'on a avec les autres et qui vont nous servir, y compris dans la sexualité plus tard. Mais si on n'a pas ces fondements-là de ce que c'est que notre corps, notre intimité, le droit qu'on a de se protéger, de savoir dire non, de savoir repérer un adulte référent, d'aller verbaliser, de trouver de l'aide. Voilà, comment voulez-vous qu'on aide ces mômes à avancer? Donc, je pense vraiment à chaque âge. Et au collège, je veux dire, quand on sait que 80% de la classe d'âge des 8-10 ans, ils ont déjà vu des images porno, bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue de se dire qu'ils voient rien de choquant et que, non, en fait, c'est encore des bébés, on va attendre. Non, il faut prendre ses responsabilités. Et dans ce cadre, je crois que Milly, notre chroniqueuse, a une question pour vous. Du coup, une question que se posent souvent les parents, c'est est-ce qu'à la maternelle et en primaire, ces sujets ne devraient pas être abordés à la maison, ces sujets de consentement, de différence?
C'est difficile pour les parents aussi. En fait, l'idée, c'est pas d'opposer les mondes. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des parents qui, plus ou moins, ont des livres à la maison, sont plus ou moins à l'aise avec le sujet. En fait, voilà, on sait bien que l'accès et la communication sur la sexualité dépend fortement du milieu aussi socio-culturel. Il y a des influences de religion, il y a plein de choses. Donc, en fait, on peut pas compter non plus que sur la famille ou que sur l'école. En fait, il faudrait que tout le monde travaille ensemble. Et quand on construit un adulte, il sera le même. Et même si on a un peu de mal à imaginer ça en France, puisqu'on voit bien qu'on scinde beaucoup les espaces professionnels et la vie privée, mais nous sommes les mêmes personnes. Quand vous parliez d'endométriose, quand on a une femme et qu'on a de l'endométriose, notre douleur et nos problèmes, ils ne s'arrêtent pas à la porte de notre bureau. Donc d'où l'intérêt aussi de parler beaucoup plus de santé en entreprise. Ce qui me permet de dire que cette éducation-là à la sexualité et à la santé, elle est valable tout au long de la vie. Donc j'encourage aussi les parents qui ne sont pas à l'aise avec le sujet à se former, à s'informer, et y compris pour trouver des ressources qui pourraient proposer à leurs enfants en leur disant c'est ok de dire quand on est parent de dire écoute ce sujet il existe, moi je suis pas super à l'aise pour t'en parler, par contre si tu as des questions, voilà, tu peux aller sur tel site, je suis prêt à t'apprendre un abonnement à cette application là, je peux t'acheter des livres, en tout cas le sujet n'est pas tabou, faut pas le diaboliser et on a juste le droit de dire je suis pas à l'aise et puis si on l'est, on entame la conversation, mais voilà, je pense qu'on doit être partenaires tous là-dessus. Évoluer effectivement les mentalités en matière de sexualité. Plus globalement aussi, c'est ce que vous faites, dessiner le futur d'une société un peu plus éduquée et libérée sur le sujet. Merci beaucoup, en tout cas, Christelle Bonny, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes sexothérapeute, ancienne entrepreneur dans ce domaine, fondatrice de Sex Tech for Good et cofondatrice de l'association Femtech France. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Milly, d'avoir pu contribuer à ce sujet pour votre chronique. Nous, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV, comme tous les jours. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.